Au nom de l'Ordre de Malte, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième webinaire francophone qui traitera de l'assistance aux victimes de la traite des êtres humains. Dans le premier webinaire, il y a une semaine, nous avons discuté définitions et réponses juridiques. La vidéo, sous-titrée en français, en anglais et en italien, de ce webinaire sera disponible la semaine prochaine sur le site www.cuhd.org. Notre gratitude va aux 5 intervenants d'aujourd'hui, des experts engagés dans l'action. D'abord, Geneviève Collat, qui sera la modératrice du webinaire et qui fera une introduction en tant que coordinatrice du collectif Ensemble contre la traite des êtres humains et responsable du pôle Europe du Secours catholique Caritas France. Ensuite, Cécile Riou-Battista, secrétaire générale adjointe de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Ensuite, Cristina Duranti, directrice de la Fondation internationale du Bon Pasteur, qui a remporté en mars de cette année le prix Stop Slavery de la Fondation Thomson Reuters pour son travail à Kolwezi en RDC en faveur d'enfants esclaves dans des mines de cobalt et qui est active aussi dans de nombreux pays dans le monde. Et deux hommes concluront ce panel, Olivier Perroux, sociologue engagé avec son action Trajectoire, dont il est cofondateur pour les enfants et les marginaux, auteur de Fantômes de l'Europe, les migrants face aux politiques migratoires, et aussi de Mineurs migrants et traite des êtres humains, les oubliés de la protection de l'enfance. Et notre dernier intervenant, que nous remercions encore, c'est Nicolas Lecause, lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale, en second de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine, engagé depuis nombreuses années dans la lutte contre la traite des êtres humains. En décembre et de décembre dernier jusqu'en avril de cette année, nous avons organisé avec sœur Myriam Baike, active aux côtés des victimes de la traite en Albanie et en Allemagne pendant 30 ans, 10 webinaires sur les thèmes suivants. Aide aux victimes, le 20 octobre, plaidoyer en faveur des victimes, le 27 octobre, traumatisme subi par les victimes de la traite, 1er décembre, approche de guérison des victimes, le 8 décembre, et cette année, poursuite pénale de la traite, état des lieux, propositions et meilleures pratiques, les 16 et 23 février et 2 mars, et enfin le rôle de la demande, d'abord dans l'esclavage sexuel, le 13 avril, le rôle de la demande des consommateurs dans le travail forcé, le 20 avril, le rôle de la technologie dans la traite des êtres humains, le 5 mai. Je vous invite à revoir ces témoignages de victimes et d'aidants en anglais avec des sous-titres en français sur le site adlaudato.org. Ces 10 webinaires ont montré la gravité des traumatismes physiques, psychologiques et spirituels provoqués par la traite des êtres humains. Ils ont mis en évidence la nécessité d'une approche multidisciplinaire, multiculturelle, multisectorielle, qui regrouperait des efforts d'autorités publiques, de services sociaux, d'ONG humanitaires, d'entreprises privées et de congrégations religieuses pour identifier les victimes, les réhabiliter et les réinsérer dans la société, aussi pour faire valoir leurs droits et les protéger d'une rechute dans l'esclavage. Les écoles, mais avant, je voulais parler des médias. Les médias et les formateurs d'opinion ont aussi un rôle à jouer, d'abord pour prévenir en sensibilisant les personnes et les communautés vulnérables aux risques encourus. Certains journalistes exceptionnels ont ainsi contribué à dénoncer courageusement des filières de traite, y compris en Europe. La sensibilisation de l'opinion publique est souvent plus efficace quand elle se fonde sur les témoignages d'anciennes victimes. Et les écoles, universités et centres de recherche pourraient faire bien davantage pour former magistrats et avocats, voir ainsi le colloque organisé en janvier 2020 à la faculté de l'université de Poitiers, colloque validé au titre de la formation continue des avocats, ainsi que la clinique juridique organisée par la faculté de droit, l'IDPD de Nice, qui a été initiée cette année en 2021.
Et ces efforts pour former des dirigeants d'entreprise, mais aussi police des frontières, médecins et infirmières, voire personnel de cabine des compagnies aériennes, et qui pourraient ainsi être aptes à identifier des victimes et à les orienter vers des instances officielles et des structures d'accueil et d'appui pour les protéger et les assister. Plusieurs associations d'aide aux victimes se sont constituées en réseau, à la fois pour coordonner et partager leurs bonnes pratiques et pour rendre plus efficaces leurs activités de communication et de plaidoyer. Mentionnons ainsi CôteNet, réseau écuménique coordonné par Caritas Internationalis, ainsi que Talitha Kum et plusieurs autres que les intervenants ce soir vont mentionner. Alors, pour vous dire, en terminant, que nous allons organiser des webinaires qui correspondent au calendrier des travaux des Nations Unies en juin, quand se réunira la Conférence internationale du travail sur le travail décent. En septembre, avec le Conseil des droits de l'homme, sur les droits de l'homme et la traite. En octobre, avec le comité exécutif du HCR, sur réfugiés et traite. En novembre, avec la réunion du Conseil de l'OIM, sur migration et traite. Et en décembre, en saisissant l'anniversaire de l'appel interreligieux du 2 décembre sur religion et traite. Alors, merci d'avance de votre participation et de partager ces webinaires sur vos réseaux. Et voilà. Et maintenant, je voudrais passer la parole à Geneviève Collin, qui va être la modératrice de ce webinaire. Geneviève qui est engagée sur tous les fronts en France et à l'international depuis des années. Geneviève, merci encore d'être avec nous. À toi. Bonjour à tous et à toutes, et c'est vrai que disons que c'est avec l'expérience du travail que l'on fait avec 28 associations en France dans un collectif ensemble contre la traite des êtres humains, mais aussi l'expérience acquise au niveau international par le biais de COATNET, donc réseau donc de lutte contre la traite coordonné par Caritas Internationalis, que je vais essayer de réagir aux apports des uns et des autres, et puis donc en laissant la parole à des personnes qui ont des vues sous des angles différents, c'est ce qui va être très intéressant, qui vont peut-être se croiser concernant l'assistance aux victimes de traite des êtres humains. Je voulais insister sur le fait que cette assistance, elle prend des formes très variées, et plus qu'une assistance, il s'agit d'un réel accompagnement global dans la durée qui est absolument nécessaire pour permettre à ces personnes de retrouver une vie tout à fait normale, même quand ils ont subi des choses très difficiles. Alors cet accompagnement, il peut être social, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine du logement, dans le domaine juridique. Alors c'est sûr que le côté juridique, on l'a plus abordé au précédent webinaire, mais il me paraît important quand même de bien rappeler que c'est tous ces différents domaines que l'on va aborder. Donc on va commencer par Christina. Et Christina Duranti, donc directrice de la Fondation internationale du Bon Pasteur, va nous présenter le travail de lutte contre l'exploitation des enfants forcés de travailler dans les mines en République démocratique du Congo. On a pensé important de commencer par un exemple concret de cet accompagnement qui peut être fait. Donc merci Christina de prendre la parole, et on donnera la parole ensuite. Bonsoir et merci à vous. Donc, merci encore. On a eu le plaisir de présenter avec professeur Betty une fois encore en anglais, la dernière fois, sur notre projet en République démocratique du Congo. Donc, tout d'abord, je veux me présenter. Je suis la directrice d'une fondation basée à Rome, en Italie. Nous travaillons avec les Sœurs du Bon Pasteur, Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, qui sont présentes dans 70 pays, et nous travaillons directement avec les pays du Sud, c'est-à-dire avec l'Afrique, le Moyen-Orient
l'Asie Pacifique et l'Amérique latine. Nous donnons de l'appui pour toutes les activités du cycle du projet et nous travaillons ensemble avec le bureau de justice et paix de la congrégation qui sont basés à Genève et à New York pour le plaidoyer auprès des Nations Unies, de l'ECOSOC. Notre mission, c'est de contribuer aux objectifs stratégiques de la congrégation, c'est-à-dire à la mission générale de protection et de promotion des enfants, des filles et des femmes de la congrégation. Et nous avons placé un accent particulier sur l'appui aux projets contre la traite qui sont déroulés par la congrégation en différents pays. La congrégation est membre de plusieurs réseaux contre la traite, c'est-à-dire Talitha Cum, Renate en Europe. Mais comme Fondation internationale, nous avons donné beaucoup d'attention à un projet particulier pour le Sœurs du Bon Pasteur, un projet qui est plus focalisé sur un aspect spécifique de la lutte contre une forme d'exploitation, de viol des droits humains, que c'est le travail des enfants. Comme vous avez le target 8.7 des objectifs durables, a déjà créé une connexion entre la traite des êtres humains et le travail forcé et le travail des mineurs. Notre projet en RDC se concentre surtout sur la condition des enfants. Et il faut dire qu'on va voir quelques informations spécifiques, que le travail d'enfant ne se trouve pas toujours tout seul. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui vient ensemble avec des autres violations graves des droits humains qui sont très connectées les unes aux autres. C'est-à-dire que dans la région où on travaille, que c'est la région de l'ex-Katanga, c'est-à-dire au sud de la République démocratique du Congo, la région la plus riche du monde, par rapport aux minéraux précieux, le cuivre, le cobalt, l'or, l'uranium, ça vient tout du Katanga. Quand on s'est placé à Kolwezi, on a vu que la situation des enfants, des femmes et des travailleurs, en particulier ce qu'on appelle les artisanaux miniers, travaillaient dans des conditions, on peut dire, pré-industrielles, c'est-à-dire dans une condition d'extrême vulnérabilité. Il n'y avait pas de système de protection et de promotion des droits des enfants, des femmes et aussi de travailleurs. Mais la situation la plus grave était bien sûr celle-là des enfants et des femmes. Et on s'est beaucoup concentré à analyser, évaluer les causes profondes de cette violation des droits humains. Ils sont très, très connectés à la situation de justice sociale, c'est-à-dire qu'il y a un grand manque du point de vue de structures qui peuvent assurer la prise en charge des enfants, spécialement les enfants, les orphelines, les enfants vulnérables, qui sont les plus comment on peut dire, proches. Je vous demande pardon pour mon français, que c'est un peu un peu dehors d'exercice. Mais ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une grande population des enfants vulnérables, c'est-à-dire orphelines ou seulement avec les grands-parents. Et il y avait réellement rien de service de protection disponible dans cette communauté minière artisanale. La raison de ça,
bien sûr une faiblesse générale au niveau de structures de protection dans les pays, dans la province spécifiquement. Mais c'est aussi très connecté avec une condition de, on peut dire, illégalité de cette communauté minière qui sont laissées au dehors de la vie sociale, légale, économique des villes principales. Ce sont des communautés qui se sont formées d'une façon un peu, comment on peut dire, spontanée, c'est-à-dire il y avait beaucoup de flux de migrants à l'intérieur de la RDC qui venaient des zones de guerre et qui cherchaient comme une cherche d'or, non? Dans la Californie de l'ancien siècle. Il y a le même mouvement de population qui ont formé cette communauté informelle sans des structures physiques et aussi juridiques qui peuvent créer une ambiance de sécurisation pour les plus vulnérables. Il y a bien sûr un manque de moyens alternatifs de subsistance, c'est-à-dire que travailler dans les mines et devenir creuseur, comme on dit en RDC, c'est la seule possibilité de gagner de l'argent, de survivre réellement pour ces communautés-là. Et le manque de connexion avec les institutions publiques a créé on peut dire une communauté des enfants et des femmes et des filles invisibles. Et vous savez mieux que moi que quand on n'a pas de droits formellement établis, c'est-à-dire on n'a pas une carte d'identité, on n'est pas enregistré au cadastre et tout ça, c'est très très facile d'être frappé, engagé dans des activités exploitatives. Et ce sont des activités de travail, les pires formes de travail, c'est-à-dire la forme que l'Organisation mondiale du travail a indiquée comme une violation grave des droits humains. On a trouvé seulement dans la première communauté où on s'est basé au début, dans 2012, on a trouvé que presque 80% des enfants étaient engagés dans les pires formes de travail. C'est-à-dire une forme de travail qui pouvait affecter négativement d'une façon très sérieuse leur développement physique, psychologique et émotionnel. On a fait une évaluation qui nous a permis de comprendre les différents causes de cette situation. On a parlé déjà de la manque de structures de protection à niveau légal, à niveau formal. On a parlé de la manque d'alternatives viables de développement et de subsistance. Il faut parler aussi d'un manque d'un réseau culturel et social conscient des droits des enfants et des femmes que nous avons réellement bâti presque de zéro parce que on s'est traité de communautés très fragmentées à l'intérieur. Comme elles venaient de différentes parties du pays, parlaient de différentes langues, on n'avait pas une culture commune de protection et de promotion sociale. Et aussi, on a vu qu'il y avait deux besoins à niveau de justice économique, on peut dire essentiels, c'est-à-dire la manque de moyens quotidiens pour la subsistance physique, la manque de services de santé basiques, la manque d'infrastructures. La plupart de ces communautés vivaient dans de tentes construites avec le tissu avec lequel on va apporter le cobalt. Ces problèmes ont été énormément élargis quand on parle de 5-6 ans, on a commencé cette cours au cobalt. Vous savez que le cobalt, c'est une des minéraux essentiels pour les batteries au lithium, c'est-à-dire c'est un des éléments essentiels pour notre révolution verte, comme on l'appelle. Et donc, les secteurs de l'électronique, les secteurs automotifs sont réellement très, très dépendants
du cobalt qui vient de la République démocratique du Congo. Et il faut mettre en évidence que presque 20-30% du cobalt qui vient de la République du Congo est tiré des mines par des artisanaux miniers, c'est-à-dire dans cette condition que vous pouvez observer ici, si je peux ici vous montrer quelques photos, ce sont les conditions de travail de la plupart des mines artisanales qui ne sont pas légales, qui travaillent dans des concessions qui ne sont pas octroyées par le gouvernement, n'ont pas de mesures de protection pour les adultes et pour les enfants. Et on a trouvé avec le CER que les cas d'exploitation sexuelle et aussi des cas de trafic des enfants étaient prévalents, spécialement dans des situations, comme j'ai dit, de manque de surveillance, c'est-à-dire de manque d'institutions et même de culture de ce type de nécessité de protection. Donc, ce qu'on a fait du 2016, vous pouvez avoir une idée en général, on a tiré presque 3400 enfants. Maintenant, nous sommes un peu plus, presque 4000 enfants ont quitté les pires formes de travail dans les mines. Ils sont insérés, intégrés dans un projet de développement éducatif et social. Et on a travaillé comment? On a essayé de travailler sur toutes les dimensions que je vous ai présentées, c'est-à-dire sur la dimension de la protection. On a créé des espaces de sécurité pour les enfants avec des assistants, des travailleurs sociaux, des psychologues, des médecins. On a créé les conditions pour écouter les enfants, pour vérifier les cas d'abus, de viol et tout ça. On les a intégrés dans un parcours d'école informelle où ils reçoivent aussi la nourriture nécessaire pour garantir le bien-être physique. Et après, on a commencé à travailler avec les familles et avec la communauté parce que je pense que nous savons bien qu'il y a des responsabilités comme des cercles. Non? Le cercle le plus petit, c'est la famille pour la protection. Après, c'est la communauté et l'État. On a essayé avec les 8 communautés où nous travaillons maintenant autour de la ville de Kongwesi de créer cette condition de protection à tous les niveaux. On travaille avec les familles et la communauté pour créer des comités de protection qui travaillent très bien et donnent des rapports réguliers maintenant à notre projet. Ils se mettent en contact avec les institutions, ce qui fonctionne. Mais on a aussi beaucoup travaillé avec les femmes pour créer des opportunités alternatives income, de génération de revenus. Et on a créé des coopératives sociales pour faire de l'agriculture et donc pour, on peut dire, donner de l'espoir de développement économique dehors de ce type de travail dans les mines très dangereux pour tout le monde. On a aussi engagé les grandes entreprises qui font partie de la Global Battery Alliance auprès du World Economic Forum dans un processus de réflexion sur les standards qu'il faut réellement surveiller parce que le minerai qui sort de la République démocratique du Congo doit être responsable et ne pas être, comme on peut dire, connecté à ce type d'exploitation, surtout du travail des enfants, mais aussi de travailleurs, des mineurs qui ne sont pas bien protégés. Donc, j'espère que je vous ai donné un peu une idée générale. Je suis très contente de répondre à votre question, si vous en avez. On vous a donné un petit morceau de la vie de ce qui se passe dans la ville de Kolwezi avec le projet du Bon Pasteur. Merci beaucoup, Christina. Donc, dans le fil de la conversation, tu vas pouvoir rajouter des éléments. Et puis, ton PowerPoint, dont on a vu un petit morceau ici, est beaucoup plus complet, va être retrouvable évidemment sur le lien avec tous les documents de cette réunion. Donc, ça permettra d'aller plus loin et c'est réellement très intéressant. Donc,
merci déjà pour cette première intervention qui montre l'importance du travail qu'on fait quand on parle d'accompagnement d'enfants victimes de traite avec les enfants, mais aussi avec la famille, la communauté, l'État, et donc de la nécessité de prendre les choses globalement et de vouloir vraiment combattre les causes si on veut pouvoir combattre le phénomène. Donc merci pour cette première intervention. Je voulais rajouter que en avril 2021, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion et le ministre délégué au commerce extérieur en France, ainsi que le secrétaire d'État à l'enfance et aux familles, ont exprimé le souhait que la France accède au statut de pays pionnier en matière d'éradication du travail des enfants, du travail forcé, de la traite des êtres humains et les formes contemporaines d'esclavage. Et demain, une réunion aura lieu à la fois avec des institutions et des associations pour travailler là-dessus. C'est certainement une bonne nouvelle. Alors évidemment, ça fait un peu effet d'annonce. Voilà, on attend de voir derrière ce qu'il y aura. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle et on aura certainement besoin d'avoir à la fois des éclairages nationaux et internationaux sur ces sujets pour travailler la question. Donc déjà, merci beaucoup à Christina. Quand on a mis ton intervention à l'ordre du jour, on ne savait pas cela, mais pour nous en tout cas, c'est quelque chose qui va être intéressant aussi à suivre. Je propose maintenant de donner la parole à Cécile Reyou-Batista et donc Cécile va nous présenter en tant que secrétaire générale adjointe de la Commission nationale consultative des droits de l'homme en France une approche basée sur les droits de l'homme quand on veut accompagner les victimes de traite. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, de m'avoir proposé d'intervenir dans ce webinaire. Je suis particulièrement heureuse d'intervenir parce que c'est un webinaire qui est consacré à l'accompagnement des victimes, et je trouve que c'est une question qui est pas assez prise en compte, pas assez abordée quand on parle de la traite des êtres humains. En général, la priorité en matière de lutte contre la traite des êtres humains, elle est donnée au démantèlement des réseaux, à la poursuite des auteurs, aux sanctions, et on a peut-être tendance à mettre un peu de côté les victimes et à pas assez penser à la protection des victimes, alors que elle devrait constituer une priorité pour les pouvoirs publics, parce que c'est à la fois un devoir juridique et un devoir moral, mais c'est aussi un moyen d'éradiquer le phénomène et de lutter contre le phénomène. Protéger les victimes, accompagner les victimes, ça contribue à assécher le phénomène de traite des êtres humains. Donc vraiment, merci pour cette initiative ce soir. Alors, comme le disait Geneviève, je parle d'un point de vue un peu particulier, puisque donc je parle ici au nom de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui est une institution française publique indépendante de promotion et de protection des droits de l'homme. Donc, contrairement aux autres intervenants, j'ai pas une position d'acteurs de terrain ou de personnes qui est au contact des victimes, qui travaillent avec les victimes, qui les accompagnent. J'ai une position un peu plus en retrait, ou peut-être surplombante, puisque une des missions de la CNCDH, dans le cadre de ces missions de promotion et de protection des droits de l'homme, c'est d'évaluer la politique publique française en matière de lutte contre la traite des êtres humains, et à la suite de cette évaluation, de formuler un certain nombre de recommandations à l'attention du gouvernement pour améliorer la lutte et pour s'assurer de l'effectivité des droits des personnes victimes de la traite des êtres humains. Donc on collecte à la CNCDH, on collecte un certain nombre d'informations, on a des remontées des associations, et je crois qu'on a une vision assez globale et assez fine de ce qui se passe en France en matière de traite des êtres humains, et c'est cette vision large, globale, qui nous permet après de faire des recommandations.
Et on a aussi une spécificité, c'est qu'on approche la question, on a une approche de la question qui est une approche fondée sur les droits de l'homme. Donc vraiment, notre manière d'appréhender les choses, c'est le respect des droits de l'homme et l'effectivité des droits pour les personnes. Et nos critères, ce sont les textes internationaux de protection des droits et de lutte contre la traite des êtres humains. Voilà, c'est un peu notre grille de lecture. Donc à partir de ce point de vue, à partir de cette approche fondée sur les droits de l'homme, je voulais faire juste quelques remarques sur l'accompagnement des victimes de la traite des êtres humains avec une vision plutôt française des choses, même si j'ai quelques éléments sur ce qui peut se passer au niveau européen. Donc sur l'accompagnement des victimes, je crois que la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que cet accompagnement, et je parle bien d'accompagnement, Geneviève tout à l'heure tu as dit que tu préférais accompagnement à assistance et moi aussi, et je préfère aussi accompagnement à prise en charge. Parce que justement, dans l'approche fondée par les droits de l'homme, ce qui est important, c'est de remettre la personne au cœur du dispositif. C'est de faire en sorte que la personne, elle devienne actrice du dispositif. Donc cet accompagnement, il doit être à destination de toutes les victimes de traite des êtres humains, quelles qu'elles soient. Et accompagner toutes les victimes, ça veut dire qu'on ne va pas discriminer en fonction de la forme de l'exploitation. En France et en Europe, on a tendance à privilégier certaines formes d'exploitation et donc certaines victimes de traite. On privilégie l'exploitation sexuelle par rapport aux autres formes d'exploitation. Donc on va avoir plus d'attention, on va avoir des mesures plus protectrices pour les victimes de traite à des fins d'exploitation sexuelle et on va négliger les autres. Ça c'est pas possible. Donc vraiment, il faut pouvoir prendre en considération toutes les formes d'exploitation, exploitation sexuelle bien sûr, mais aussi exploitation par le travail forcé, contrainte à commettre des délits, contrainte à mendier, voilà, vraiment toutes les formes d'exploitation. Prendre en charge toutes les victimes, ça veut dire être aveugle au statut administratif de la victime. C'est ne pas faire de différence entre une victime française et une victime étrangère. C'est ne pas faire de différence entre une victime étrangère qui a un droit au séjour et une victime étrangère qui n'a pas de droit au séjour. Ce qui prime, c'est le statut de victime. Et peu importe la nationalité, peu importe le statut administratif. Et là encore, en Europe, on voit, et en France, on voit qu'il y a des distinctions qui sont faites et ces distinctions, elles sont insupportables. Dernier élément, prendre en charge, accompagner toutes les victimes, ça veut dire aussi se rappeler que les personnes sont bien victimes de la traite et de l'exploitation et il ne faut pas les considérer comme des délinquantes. Voilà, encore une fois, c'est le statut de victime qui doit primer. Et d'ailleurs, les textes internationaux le disent bien. On ne peut pas reprocher, on ne peut pas opposer aux personnes les crimes ou les délits qui ont été commis dans le cadre de l'exploitation. Et on a des formes d'exploitation qui sont précisément de la contrainte à commettre des délits. Et c'est encore compliqué aujourd'hui en France, face à des magistrats ou face à des policiers, de faire comprendre que ces personnes-là sont avant tout des victimes et qu'elles doivent être accompagnées comme des victimes et non pas sanctionnées comme des délinquants. Deuxième remarque que je voulais faire, c'est penser l'accompagnement des victimes d'une manière globale, d'une manière transversale. Et donc, accompagner les victimes, c'est d'abord les identifier et je crois qu'il faut penser l'identification des victimes comme le premier maillon de l'accompagnement. L'identification des victimes, c'est à la fois le préalable à l'accompagnement, mais c'est aussi ce qui va déclencher cet accompagnement par derrière. Donc il faut, et c'est ce qu'à la CNCDH, c'est ce pourquoi on plaide depuis quelque temps et plus fortement depuis quelques mois, on plaide vraiment pour la mise en place d'un mécanisme national de référence. Et ce mécanisme national de référence, il doit détecter, identifier, orienter et accompagner. Et c'est les 4 missions en même temps. C'est pour ça que je parle de penser les choses de manière globale.
Donc, la mise en place d'un mécanisme national de référence, c'est une obligation internationale. En France, ce mécanisme n'existe pas. Donc, on plaide vraiment pour la mise en place de ce mécanisme. Et la CNCDH, à ce sujet, a publié un avis sur la question en avril 2020, que vous pouvez trouver sur notre site internet. Et donc, dans cet avis, on rappelle que le mécanisme, il a 3 objectifs. Une identification préalable qui va déclencher une mise à l'abri des victimes potentielles. Ensuite, une identification formelle qui va permettre le déclenchement d'un accompagnement des victimes authentifiées, des personnes qui auront le statut de victime. Et le 3e objectif, c'est un accompagnement global de la personne. Et ce mécanisme, il doit être pensé par les pouvoirs publics comme un lieu qui va permettre d'associer tous les acteurs de la lutte contre la traite des êtres humains pour apporter une réponse vraiment coordonnée. Ce mécanisme de référence, il doit associer les pouvoirs publics, les autorités de police et de justice qui ont bien sûr, et c'est le cas aujourd'hui en France, un rôle à jouer dans l'identification des victimes, mais il doit aussi associer les associations qui sont au contact des personnes victimes. Elles doivent participer à cette identification. C'est elles qui vont apporter les critères d'identification des victimes parce qu'elles ont cette expérience-là. Et ensuite, il faut aussi que le mécanisme, il associe de manière transversale plusieurs services publics différents pour apporter cette réponse globale dans l'accompagnement. Ça veut dire les administrations de la santé, les administrations du ministère de l'Intérieur pour les statuts administratifs, les droits au séjour, le ministère de l'Emploi parce que il faut réinsérer les personnes, il faut pouvoir leur fournir un moyen de subsistance. Voilà. Le ministère du Logement parce qu'il faut héberger les victimes, il faut leur offrir un lieu sécurisé. Voilà. Donc vraiment, ce mécanisme, il doit être pensé comme un lieu de coordination pour l'accompagnement des victimes. Alors, je veux pas être très longue dans ma présentation, mais éventuellement, au moment des questions, on pourra revenir sur les différents éléments, identification préalable, identification formelle, accompagnement global. Sur l'accompagnement lui-même des victimes, dernier élément que je voulais aborder. Comme je le disais tout à l'heure, l'accompagnement des victimes, ça doit être un accompagnement individualisé. Il faut pouvoir répondre aux besoins de chaque victime en fonction de l'exploitation qu'elle a pu subir, en fonction de ses spécificités, particularités, son genre, son âge. Voilà, il faut que l'accompagnement il soit pensé de manière individualisée. Comme je le disais aussi tout à l'heure, il faut que cet accompagnement, il fasse de la personne, de la victime, un acteur à part entière de la construction du projet de réinsertion et de sortie de la traite des êtres humains. Il faut vraiment remettre la personne au cœur du dispositif. Tout ça, ça veut dire qu'il faut octroyer un certain nombre de moyens humains et financiers aux associations qui accompagnent les victimes et aux services publics qui mettent en place un certain nombre de dispositifs, les dispositifs d'hébergement, les dispositifs de réinsertion, etc. Et en France aujourd'hui, la traite des êtres humains et l'accompagnement des victimes de la traite des êtres humains, c'est sans doute encore un secteur un peu oublié des politiques sociales ou des politiques d'aide aux victimes. Voilà, donc il y a encore des efforts financiers et humains à faire. Et peut-être que l'un des secteurs qui devrait faire l'objet d'une vigilance accrue, c'est le secteur de l'hébergement. Parce que dans l'accompagnement des victimes, cette question de l'hébergement, elle est importante. C'est une mesure d'assistance prioritaire sans doute, parce que offrir un hébergement, offrir un logement à une victime de traite des êtres humains, c'est la sécuriser. C'est
en la sécurisant, c'est éviter qu'elle soit reprise par les réseaux ou qu'il y ait un phénomène de revictimisation. C'est lui permettre de réfléchir à son projet, de réfléchir éventuellement à la possibilité de s'engager dans une procédure judiciaire ou pas. Et c'est parce qu'elle sera stabilisée dans un logement sécurisé qu'elle va aussi pouvoir réfléchir à son projet et qu'elle va pouvoir être accompagnée par les associations ou les services sociaux. Voilà. Donc et aujourd'hui en France, on constate que les dispositifs sont saturés. Il y a plus de place, il y a pas de place, il y a pas assez de place. Voilà. Alors que par ailleurs, le nombre de victimes qui devraient bénéficier de cet hébergement est en augmentation. Donc on a un déséquilibre entre les besoins et l'offre. Donc il y a à la CNCDH, il y a là aussi un plaidoyer important pour que l'État fasse le nécessaire pour augmenter les places d'hébergement. Voilà, donc j'aurai l'occasion, je pense, dans le débat de revenir sur certains éléments. C'est très bien, je pense qu'il fallait quand même prendre le temps de présenter les choses. Je crois que le point crucial par lequel tu as commencé, c'est cette question de baser les choses sur une démarche des droits de l'homme, c'est travailler à l'accompagnement des victimes et donner une priorisation aux victimes. Ça, c'est quelque chose qui me paraît très important. Encore une fois, et pour répondre avant qu'il n'aborde la question à Nicolas Lecause, pour qui c'est un peu une marotte, on n'est pas victime toute sa vie, et ça c'est évident. Mais je pense que le statut de victime, par contre, il est absolument nécessaire. Pour pouvoir avoir accès au droit à un moment donné d'être reconnu victime. Et on a beaucoup de difficultés avec des personnes qui sont des victimes de traite, mais qui elles-mêmes ne le savent pas et ne le reconnaissent pas. Donc ce travail, il est très important. Tu parles donc de la protection des victimes, donc comme une priorité. C'est bien. L'identification, c'est quelque chose d'absolument nécessaire pour pouvoir justement aller plus loin avec les personnes. Et là, on a un gros travail au niveau national à faire. Tu insistes sur aussi les moyens dont on devrait disposer sur ce sujet-là et qui sont souvent insuffisants. Ça n'empêche pas d'agir là où on est. Ça, c'est quand même quelque chose à se dire. Et puis, je voudrais insister sur une chose. Donc, tu représentes ici la CNCDH, donc la Commission nationale consultative des droits de l'homme en France, mais il y a des instances internationales, nationales de défense des droits de l'homme dans d'autres pays. Et pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas forcément en France, c'est intéressant de voir comment on peut collaborer avec les institutions de droits de l'homme indépendantes pour pouvoir faire avancer le sujet chacun dans son pays. Et la CNCDH en France est rapporteur national auprès des instances internationales. Donc, dans la lutte contre la traite, c'est aussi un aspect à connaître. Merci Cécile pour le moment. Et je vais passer la parole à Olivier Perroux, donc cofondateur de Trajectoire, sociologue, et qui va nous parler plus de la question de la prise en charge des enfants et des populations migrantes qui habitent en bidonville, en squat en France, et la question de la traite des êtres humains par rapport à ces publics en particulier, et peut-être aussi un peu plus largement. Oui, voilà, merci. Bonsoir à tous. Donc, alors peut-être pour dresser un peu un panorama des situations de traite, je pense qui touchent. On va parler déjà des mineurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on a des situations de traite à peu près dans tous les pays du monde. Et il faut comprendre que l'Europe de l'Ouest ou les pays riches en général ne sont pas épargnés, tout simplement parce que derrière la question de la traite, il y a une notion de marché. Et donc exploiter des personnes dans des pays riches, ça rapporte plus d'argent que de les exploiter dans des pays pauvres. C'est pour ça qu'on a
voilà, des réseaux très ingénieux qui donc ont pensé depuis longtemps à cette option. Et donc, on ne peut pas du tout dire que la traite serait réservée à certains pays pauvres, même si, voilà, c'est une donnée qu'on va retrouver un petit peu partout. Et derrière la traite, finalement, quelque part, moi, c'est un petit peu mon constat, on a une forme d'apartheid social qui est en train de se créer, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui sont sorties de toute forme de protection et de statut, et donc qui sont de plus en plus facilement exploitées dans une indifférence assez générale. Et ça, on va le constater aussi bien, j'ai envie de dire, au Liban, en France, en Allemagne ou au Congo. Et puis des personnes qui sont dans des statuts plus protecteurs. Et donc du coup, où même quand il y a des débats de société, c'est vrai qu'on a souvent tendance à oublier la traite. C'est vrai que c'est assez frappant. Par exemple, les débats de société qu'il y a eu sur les violences faites aux femmes, etc., ô combien nécessaires. C'est vrai que ces débats de société n'ont pas du tout mis en lumière la situation, par exemple, des femmes ou des jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle. Pourtant, bon, on considère que c'est une violence faite donc aux femmes. Et donc, on s'aperçoit que ce que révèle la traite, c'est qu'on est quand même sur une société où certaines personnes, du fait d'un manque de protection, etc., et c'est pas uniquement de leur nationalité, donc peuvent quelque part être exploitées dans une quasi-indifférence générale. Et donc, l'intérêt, je pense, de cette initiative, c'est que ça permet de sensibiliser quand même sur ces réalités sociales qui touchent malheureusement des parties de plus en plus larges de la société. Et donc voilà, c'est important de comprendre un peu les réalités qu'on peut observer. Alors sur la question des mineurs, c'est vrai que il y a l'exploitation sexuelle que tout le monde connaît. En général, la traite on l'associe à l'exploitation sexuelle, mais on a une particularité, c'est qu'on a aussi beaucoup de mineurs qui sont utilisés pour ce qu'on appelle la contrainte à commettre des délits. Il peut y avoir aussi la mendicité. Alors la mendicité, ça touche des mineurs, mais ça peut toucher aussi des personnes âgées. Donc là, c'est pas spécifique aux mineurs. Mais c'est vrai que la contrainte à commettre des délits, comme ça a été mentionné par Cécile, c'est une forme souvent qui est très visible, mais qui n'est pas, où les personnes ne sont pas perçues comme des victimes, parce que comme elles commettent des délits, elles sont poursuivies pour les délits qu'elles commettent, ce qui peut tout à fait s'entendre d'un point de vue tout simplement d'ordre public, de justice, etc. Mais souvent, on oublie d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Et quand on regarde ce qu'il y a derrière, et ben, il peut y avoir des personnes qui ont intérêt à faire peser tout le risque pénal sur des mineurs pour pouvoir bénéficier de l'argent que rapportent ces mineurs sans avoir des risques de poursuites judiciaires. Donc c'est pour ça qu'on a ces formes qui se développent. Alors pour les mineurs, là je veux pas être trop long, mais grosso modo sur cette fameuse contrainte à commettre des délits, c'est vrai que c'est quelque chose qui est ancien dans tous les pays européens. En France, de la fin des années 70, début des années 80, on avait déjà des jeunes filles pickpocket dans le métro, utilisées par leur famille, etc., etc. Donc ça c'est des formes qui sont anciennes mais récurrentes, c'est-à-dire que dans ces groupes-là, ces groupes qui sont souvent des groupes familiaux, on en est à la 3e voire à la 4e génération, et il n'y a pas d'amélioration de la situation, aussi bien de la prise en charge de ces enfants que de la diminution de ce phénomène. C'est un phénomène qui est relativement constant, pas forcément en augmentation ou en diminution. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a d'autres nationalités qui s'agglomèrent et donc du coup, ça crée une augmentation. Donc on avait avant des gens qui venaient de Yougoslavie, certaines familles qui s'étaient installées dans cette déviance, et puis après ils ont été rejoints par des Roumains, des Bulgares au fur et à mesure de l'ouverture de l'Union européenne. Donc ça a augmenté un petit peu, mais en règle générale, ça reste assez limité à certains groupes familiaux qui viennent à chaque fois de certains quartiers, de certaines villes. Donc on n'a pas d'augmentation spectaculaire. Ce qu'on remarque juste, c'est une certaine impuissance des pouvoirs publics à lutter contre ce phénomène-là ou à protéger ces enfants. Et ce dont on observe sur les mineurs, les nouveautés depuis voilà quelques années en termes de nombre, c'est une augmentation de mineurs qui sont contraints à commettre des délits, mais qui ne sont pas pris dans des réseaux familiaux et qui sont, moi, c'est un peu ce que j'appelle une forme d'ubérisation de la traite. Et là, je me rapporte notamment au phénomène de jeunes d'Afrique du Nord.
C'est-à-dire que c'est des jeunes qui viennent pour faire un peu comme leurs copains, donc sans qu'il y ait un projet migratoire très défini, et qui, grosso modo, vont un petit peu végéter en vendant des cigarettes, étant dans les marchés, etc. Et puis, à un moment ou à un autre, souvent par des mécanismes d'endettement, que je ne vais pas décrire ici parce que ça serait un peu long, mais vont se faire approcher souvent par des compatriotes déjà installés donc en France, et là vont se faire en fait utiliser pour soit du stupéfiant, soit commettre des délits, du vol à l'arraché, des cambriolages, etc., etc. Ça depuis, alors grosso modo, c'est vraiment fin 2017 qu'on voit ces premiers mineurs arriver en France, mais on va dire depuis 2018-2019, il y a vraiment une augmentation très importante. Et actuellement, si on prend les chiffres de la PJJ, ces mineurs dans les incarcérations représentent pratiquement 80% des mineurs non accompagnés incarcérés. Tous ne sont pas victimes de traite, bien sûr, c'est du cas par cas. On a qui alternent entre effectivement l'utilisation par des réseaux ou qui deviennent indépendants ou qui prennent des places dans ces réseaux, mais ça c'est des phénomènes qui sont très connus chez les mineurs, c'est que c'est jamais noir ou blanc. Mais toujours est-il que on est quand même face à des petits réseaux qui récupèrent ces jeunes qui viennent dans un cadre migratoire et qui sont récupérés sur place. Donc ils ne sont pas recrutés au pays comme on peut avoir par exemple pour les réseaux nigérians. Et ça récemment, il y a eu quelques arrestations, quelques enquêtes qui ont été menées en France et qui montrent qu'effectivement on était bien sur des réseaux et pas juste sur des mineurs délinquants. Point. Donc ça c'est vraiment un phénomène qui est en pleine augmentation et qui ne touche pas que la France. Ça touche à peu près tous les pays européens, aussi bien l'Italie où là ça sera davantage des mineurs qui viennent de Tunisie, mais peu importe. La Suède, la Belgique, l'Allemagne, etc., etc. Et donc, on est face à un phénomène européen, à une circulation de ces mineurs dans toute l'Europe et à une difficulté de travailler au niveau européen sur cette problématique, sachant qu'en fait, souvent, les pays sont confrontés aux mêmes mineurs et aux mêmes personnes. Et puis, l'autre point aussi qu'on observe, c'est en fait un développement de l'exploitation sexuelle de nationaux. Alors, c'est des jeunes filles anglaises en Angleterre, allemandes en Allemagne, hollandaises aux Pays-Bas, etc., et françaises en France, qui, du coup, là, affolent aussi les pouvoirs publics parce que, effectivement, les situations sont très préoccupantes. On a sur des jeunes filles qui ont 12-13 ans, qui sont recrutées dans des réseaux de prostitution. Et le point commun entre ces deux nouvelles tendances, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Grosso modo, l'investissement est minimum parce qu'en fait, vous contrôlez ces personnes à travers un téléphone. Bon, et même vous recrutez ces personnes à travers un téléphone. Et ça c'est vraiment une caractéristique commune. Et vous créez une emprise à travers ces téléphones. Ce qui fait que si des lieux de protection, ces jeunes ont accès à un téléphone, ce qui est le cas, en tout cas en France, dans tous les lieux de protection, du coup, c'est très très difficile de lutter contre l'emprise de ces réseaux, ce qui explique du coup un certain nombre de fugues et autres. Et donc là, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, les téléphones facilitent un recrutement qui devient, j'ai envie de dire, presque à une échelle industrielle. Sur certaines enquêtes, par exemple sur des jeunes filles françaises, on voit que des recruteurs avaient 600 profils différents, et en fait à chaque fois ils adaptaient le profil en épluchant les comptes Instagram ou Facebook où certaines adolescentes mettent toute leur vie, enfin pour les adolescents pareil, et donc du coup quelque part ils créaient un profil idéal pour séduire la personne. Donc en fait la technique des loverbug que tout le monde connaissait, qui se faisait voilà avec un nombre qui touchait un nombre relativement limité de jeunes filles parce qu'il fallait les rencontrer physiquement. L'utilisation du téléphone et des réseaux sociaux permet en fait de faire la même chose, mais à une échelle quasi industrielle, avec des moyens pour le coup très très faibles en termes d'investissement. Donc là, c'est vraiment un défi où les pays sont confrontés, et donc il ne faudrait pas voir la traite des êtres humains comme quelque chose qui serait réservé uniquement à une population précarisée, étrangère et immigrée. Et c'est sans doute cette prise de conscience qui commence un peu à frémir, on va dire, mais c'est pas encore tout à fait satisfaisant, qui va
je l'espère, en tout cas, accélérer la mise en place d'une véritable politique de lutte contre la traite et notamment, comme a insisté Cécile, de protection des victimes. Parce que on a tendance à opposer souvent protection et répression. Il faut savoir qu'en fait, si des victimes sont mal protégées, la répression est beaucoup plus compliquée puisque les victimes qui ne sont pas en confiance ne vont pas donner des témoignages. Et d'ailleurs, c'est un des soucis qu'on a enfin moi en tout cas les affaires de traite que j'ai pu suivre sur les mineurs. En fait, il n'y avait jamais aucun témoignage de mineurs et il n'y avait aucune victime qui était présente physiquement lors des audiences parce que en fait ces victimes on n'arrive pas à les protéger. Et donc du coup les peines bien sûr sans ressenter et donc là on s'aperçoit que si on travaille que sur un volet qui est la répression, qui est un volet nécessaire, sans la protection, l'action reste relativement limitée. Et après il faut savoir aussi que certains mineurs sont très lucratifs. Alors là pour revenir au sujet dont tu me parlais Geneviève, notamment certains mineurs qui sont pickpockets par exemple dans le métro, qui se cachent dans des bidonvilles, mais qui ne sont pas des populations des bidonvilles. C'est juste qu'ils utilisent le bidonville, enfin en tout cas des groupes, pour cacher leurs activités. Certains mineurs, sur des enquêtes, effectivement, ils rapportent 30 000 € par mois. Donc du coup, c'est pas du tout un problème pour eux de dormir à l'hôtel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, certains mineurs qui sont vraiment très bien formés, si on arrive à les protéger, ils ne seraient pas remplacés directement par d'autres mineurs parce que voilà, tout le monde n'est pas en capacité de rapporter des sommes pareilles. Alors que effectivement arrêter une partie du réseau, souvent certains autres membres qui n'ont pas pu être interpellés vont prendre le relais. C'est des choses qui sont malheureusement, enfin qui sont des constats assez classiques. Donc voilà, on est vraiment face à des défis qui sont liés vraiment à une forme d'uniformisation des codes chez les jeunes, à eux ce qu'ils appellent en fait, ils veulent profiter de la mondialisation, mais du coup ils sont, j'ai envie de dire, assez vulnérables et assez facilement manipulables pour du coup se retrouver dans les réseaux de traite des êtres humains. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces réseaux petit à petit s'atomisent, c'est-à-dire que souvent on pense qu'on va avoir des réseaux pyramidaux très structurés. Et ce qu'on constate, en fait, c'est qu'on a vraiment une forme d'atomisation, c'est-à-dire qu'on a des réseaux qui sont tenus par une ou deux personnes. Parfois, on peut avoir même des jeunes, des mineurs eux-mêmes qui vont. On a par exemple des jeunes filles de 17 ans qui vont recruter des filles de 13-14 ans de leur foyer et qui vont du coup les exploiter sexuellement. Donc voilà, on a une atomisation et on voit la même chose chez les mineurs non accompagnés dont je parlais. Et donc ça, c'est vraiment une difficulté. Et face à cette difficulté, c'est vrai que les enquêtes vont un petit peu peiner. Et donc la protection semble être une nécessité. Alors pour ne pas être trop long sur la question de la protection, effectivement, c'est sans doute, j'ai envie de dire, l'accompagnement social, c'est sans doute le domaine qui a le moins progressé. C'est-à-dire que je vois au niveau judiciaire, il y a eu quand même tout un travail qui a été fait au niveau des coopérations judiciaires. Il y a le mandat européen. Enfin, il y a plein d'outils juridiques dont vous avez sûrement abordé, enfin lors du dernier webinaire. Et il y a eu vraiment une progression dans les enquêtes, dans l'expertise des enquêteurs, etc., etc. En revanche, au niveau social, on n'arrive pas du tout à travailler au niveau même transfrontalier, alors qu'on voit bien que, en fait, ces mineurs, quelle que soit la taille des réseaux, se déplacent souvent d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Et donc là-dessus, on voit qu'en termes de suivi, d'accompagnement, de repérage et de protection, il y a énormément de progrès à faire. Alors je vais terminer avec deux exemples concrets puisque j'ai compris qu'il fallait parler d'action. Donc je vais terminer sur deux actions. Donc dans le cadre de Trajectoire, donc cette association voilà que j'ai cofondée, l'idée c'est qu'on fait des diagnostics locaux, un peu des recherches-actions, pour mettre en évidence des populations, qu'elles soient mineures, migrantes ou autres, qui sont victimes de traite des êtres humains, et pour permettre en fait au pouvoir public au niveau local, puisqu'en fait bon, les choses se jouent quand même dans un premier temps au niveau local, qu'il y ait une prise de conscience que ces personnes sont sur leur secteur, leur territoire,
et qu'une politique doit être mise en place. Alors, j'ai envie de dire la question des mineurs en errance, voilà, marocains ou algériens qui se retrouvent dans des réseaux de traite, a facilité d'une certaine façon cette prise de conscience, puisque les villes se sont retrouvées confrontées à ce phénomène où il y a beaucoup de violence, et donc se sont sentis l'obligation d'agir et ont compris que finalement le tout répressif ou le tout éducatif ne fonctionnait pas. Et donc s'il n'y a pas un travail multidisciplinaire au niveau local qui se met en place, ça ne fonctionne pas. Donc il commence à y avoir des commissions au niveau local qui se sont mises en place, et donc ce travail de diagnostic de recherche permet justement de montrer oui il y a ces réalités-là, et donc il faut travailler dessus et chercher à mettre en place donc tout un travail de l'accompagnement, mais aussi jusqu'à la répression, j'ai envie de dire. Et puis dans un autre cadre, voilà, avec d'autres collègues, on a fondé une association Coup de chat, où là l'objectif c'était de s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres pays européens, notamment en Belgique, et de dire que ces mineurs sont récupérables, et donc de mettre en place une protection qui, on l'espère, sera le plus adaptée possible à ces mineurs. Donc ça reste très expérimental. C'est là, en fait, c'est un lieu qui va pouvoir accueillir 12 mineurs, donc ça reste limité, on est d'accord, et on ne le conçoit pas comme une fin en soi, mais vraiment comme une étape dans un parcours. Donc c'est un accueil qui sera que de 6 mois à 1 an, et après ces mineurs basculeront sur d'autres, alors on appelle ça des lieux relais, mais des foyers classiques, j'ai envie de dire, de protection de l'enfance, qui seront voilà sensibilisés ou formés à cette question pour que le parcours de réinsertion puisse se faire. Donc c'est juste une étape, mais c'est nécessaire parce que actuellement, voilà, beaucoup de mineurs, on n'arrive pas à les protéger, soit parce qu'ils fuguent, soit parce que effectivement on n'a pas de foyer adapté et donc du coup on les met en incarcération, même si on est conscient ou même si parfois certaines enquêtes ou certaines condamnations ont pu montrer que oui ils avaient bien été exploités. Et donc il est important de montrer qu'en fait ces mineurs peuvent être protégés et que cette protection peut servir, bon, en premier lieu bien sûr, à sortir ces mineurs durablement de cette exploitation, mais aussi à favoriser du coup la répression. Et donc, pour conclure, j'ai envie de dire, il y a, à mon avis, il y a tout un travail à faire au niveau local qui est essentiel parce que c'est les villes, c'est les départements qui sont confrontés à ces réalités, et si on ne leur montre pas ces réalités, et bah du coup forcément elles ne peuvent pas mettre en place des politiques, et comme l'a pointé plusieurs fois le Greta, l'instrument statistique en France sur savoir qui est victime de traite ne fonctionne pas. Donc du coup on ne peut pas baser des politiques actuellement sur enfin ce manque de connaissances doit être pallié d'une façon ou d'une autre. Donc bon, si ça peut être fait localement, je pense que c'est assez intéressant. Et deuxièmement, on a toujours cette difficulté au niveau européen, au niveau social, c'est que on est dans l'incapacité d'échanger des informations, ce qui fait qu'un mineur qui serait reconnu comme victime de traite, par exemple en Allemagne ou au Royaume-Uni, s'il vient en France, en fait, personne ne saura, ou si, enfin, ce serait la même chose avec d'autres pays, hein, c'est pas spécialement pour la France, personne ne saura qu'il a été reconnu victime de traite dans ces pays. Et donc, du coup, on perd énormément de temps, et donc la protection ne peut pas se mettre en place. Et ça, depuis longtemps, les réseaux, quelle que soit leur taille, l'ont compris, puisque dès qu'un mineur commence à être protégé, dès qu'il est récupéré, il va être déplacé dans un autre pays et on le revoit 6 mois, 1 an après. Et donc, voilà pour moi un petit peu les deux chantiers, avec, bien sûr, en ligne de fond, les réseaux sociaux qui ont pris une ampleur très importante dans le recrutement, l'emprise, et du coup, j'ai envie de dire la diversité des réseaux criminels qui vont exploiter donc notamment des jeunes, quelle que soit encore une fois leur nationalité, j'ai envie de dire même leur milieu social. Et ça, c'est sans doute le gros chantier qui nous attend tous. Merci beaucoup Olivier. Donc pour cette explication, c'est intéressant de voir. Tout à l'heure, on a vu dans un autre pays la question des enfants au travail. Là, de voir la diversité des formes de traite que l'on peut trouver en France par rapport aux enfants.
un point important de ton intervention, à mon avis, c'est nous interpeller d'une certaine manière sur le fait que la protection sociale des enfants, c'est ce qui a le moins progressé. Et je pense que ça, c'est quand même très dur d'entendre ça, parce que je pense qu'il y a un vrai travail qui veut avoir lieu là-dessus, mais qu'on a encore beaucoup à faire. Le travail de diagnostics locaux que tu as dit me paraît quelque chose de très important, parce que finalement, pour aider les communautés locales à mettre en place quelque chose pour lutter contre la traite et pour accompagner les victimes, il faut mieux connaître le phénomène. Ça passe par des diagnostics locaux, ça passe par des statistiques. Tu nous as présenté un peu ce projet donc de lieu d'accueil pour une protection adaptée pour ce public. Je pense qu'il y a aussi, on pourra aussi s'étendre un peu plus sur le repérage des différents foyers qui peuvent accompagner des mineurs sur l'ensemble du territoire français, au-delà d'opérations dans un lieu particulier, mais comment mieux mettre en réseau ces différents lieux, former les personnes pour l'accueil des enfants, etc. On a en France un dispositif axé pour les majeurs, mais pour les mineurs, pour le moment, ça n'existe pas. Voilà, donc merci pour ces différentes interventions. Je vais passer la parole à Nicolas Lecause, donc lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale, qui en fait va pouvoir nous parler des règles fondamentales nationales et internationales en matière de protection pour les victimes de traite, et qui va certainement aussi pouvoir réagir déjà à certaines choses qu'il a pu entendre, et puis ensuite nous essaierons de débattre un peu plus largement. Merci beaucoup Geneviève, bonjour à tous. Je suis très content de prendre la parole maintenant, d'autant que les prédécesseurs m'ont facilité la tâche, puisqu'en fait, si vous prenez toutes les interventions qui ont eu lieu, on arrive à mettre bout à bout toutes les obligations qui sont celles des États, les difficultés qui sont celles des États aussi dans leur mise en œuvre, difficultés qui peuvent venir aussi d'un manque de volonté ou d'un manque de compréhension de ce que la lutte contre la traite des êtres humains, c'est c'est plusieurs piliers, la prévention, la protection des victimes, la répression, le partenariat aussi entre le public et le secteur privé que sont les organisations non gouvernementales, mais aussi entre les partenaires publics eux-mêmes entre eux. Et en fait, comme le disait tout à l'heure Olivier Pérou, bien entendu, la protection et l'assistance aux victimes, c'est une obligation, ça Cécile l'a dit, d'abord de protection des droits fondamentaux, des droits de l'homme, et qui doit être décorrélé du reste. On assiste les victimes, on les accompagne, comme vous l'avez dit justement, aussi parce que le droit des droits de l'homme y oblige. Mais comme l'a dit Olivier, c'est aussi une manière que les autres piliers de la traite fonctionnent aussi correctement, et notamment le pilier répressif. Et Olivier l'a dit justement, un dossier sans victime qui viennent témoigner, dans certaines juridictions, ce sera un petit peu difficile. En tout cas, en France, c'est possible, mais il est évident que les peines seront moins lourdes. Ça ne veut pas dire que le magistrat ne croira pas, mais ça veut dire que il n'est pas censé savoir toutes les difficultés du système, justement, qui vont faire que des victimes ne seront pas encouragées, ne seront pas mises en confiance et mises dans les conditions d'une aptitude à faire des déclarations, à témoigner, éventuellement à devoir faire face aussi à des menaces, soit sur les territoires, soit pour celles qui sont étrangères, à l'étranger. Or, c'est pour ça que cette assistance aux victimes, elle est indispensable, parce que elle a aussi une incidence sur la réussite des poursuites pénales vis-à-vis des trafiquants. Et puis aussi, je crois que c'est Cécile qui l'a dit tout à l'heure, ou Madame Duranty, mais c'est aussi un moyen, de toute façon, d'éviter une nouvelle victimisation plus tard, et donc que ce cercle vicieux ne cesse pas. Ce que je voulais juste dire, on est en 2021, donc le protocole des Nations Unies contre la traite
traite des personnes, c'est le 14 décembre 2000. Il faut quand même juste rappeler qu'au départ, si vous regardez l'article 6 de ce protocole qui traite de l'assistance aux victimes, les règles qui sont dedans sont rédigées de manière qu'elles ne sont pas vraiment contraignantes, puisque en fait, on a un article qui demande aux États d'envisager, quand c'est nécessaire, la mise en place de certains droits. Or, le terme envisager dans les traités internationaux, ça n'est pas contraignant. C'est-à-dire que l'État peut toujours trouver, donc c'est une espèce d'invitation à le faire. En tout cas, l'État ne peut pas engager sa responsabilité internationale si jamais il ne met pas en œuvre, puisque ce n'est pas une obligation. Et donc, ça veut dire qu'à l'époque, les États n'étaient pas complètement mûrs. En revanche, du côté du continent européen, et ça c'est important de le rappeler, ces obligations d'assistance, elles sont devenues vraiment contraignantes depuis la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005, donc qui est entrée en vigueur en 2008. Et j'invite les personnes qui nous entendent, qui nous écoutent, qui participent à ce forum, de se reporter au texte de cette convention qu'ils trouveront sur le site du Conseil de l'Europe, www.coe.int, parce que vous avez dans cette convention-là toutes les obligations détaillées en matière d'assistance aux victimes. Et d'ailleurs, la Convention détaille les obligations des États en la matière, mais dès l'article 1er, elle stipule que la Convention propose la mise en œuvre d'un cadre complet d'assistance aux victimes. Ensuite, pour la déclinaison de ces obligations qu'ont les États, c'est les articles 10 à 17. Je ne vais pas revenir sur toutes ces mesures d'assistance, mais je voudrais quand même insister, et je crois que c'est Cécile Rio qui l'a dit tout à l'heure, sur la première obligation qui est celle des États, c'est celle d'identifier les victimes de traite. Donc, c'est-à-dire de mettre au point, de définir au niveau national des indicateurs de traite des êtres humains, des indicateurs pour la traite des adultes, des indicateurs pour la traite des enfants, et puis aussi des indicateurs selon les formes d'exploitation qui sont envisagées par les trafiquants. Je dis ça parce que aujourd'hui il n'y a plus d'excuses à ne pas établir de tels indicateurs, puisque les Nations Unies, l'Organisation internationale des migrations, d'autres organisations internationales ont établi ces indicateurs. Donc, aux structures nationales de se mettre autour d'une table et de les sélectionner, et surtout de les mettre sur un document officiel, une circulaire, pour qu'aucun agent de l'État qui serait amené à entrer peut-être en contact avec des victimes de traite n'ait d'excuses en disant qu'il ne savait pas que c'était obligatoire. Donc encore une fois, ça fait partie, l'identification des victimes et la définition des critères, ça fait partie de ce que Cécile et Geneviève tout à l'heure appelaient le mécanisme national d'orientation. En fait, le mécanisme national d'orientation, c'est vraiment un système national de lutte contre la traite qui passe par l'établissement d'une législation adaptée, d'une série d'obligations, d'une série de mesures d'assistance, aussi d'un mécanisme de coordination. C'est ça ce qu'on appelle le mécanisme national d'orientation. Et au sein de ce mécanisme national d'orientation qui va permettre en fait d'orienter la victime dans toutes les étapes, mais aussi d'orienter les différents acteurs publics aussi, pour savoir qui fait quoi à partir du moment où on est en face d'une victime de traite. Qui contacte qui a l'obligation de faire quoi. C'est ça le mécanisme national d'orientation. Et pour l'identification des victimes, c'est extrêmement important. Je vous donne juste un exemple. Il y a un arrêt qui a été rendu le 16 février dernier par la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'appelle l'arrêt VCL, c'est l'identité, les lettres du nom des victimes. Donc c'est VCL et AN contre le Royaume-Uni. Et là, on est face à donc ce sont des personnes de nationalité vietnamienne qui étaient exploitées, donc qui ont été victimes de traite aux fins de les contraindre à commettre des délits. Et en l'occurrence, c'était des gens qui étaient contraints à travailler dans des pseudo-fermes de culture de cannabis. Et là, donc
les faits datent de 2009. Dès 2007, le Royaume-Uni avait pourtant établi des directives internes en expliquant que, par exemple, les personnes vietnamiennes étaient des groupes cibles des trafiquants de stupéfiants et pouvaient être contraintes à faire du trafic de stupéfiants. On dit bien contraintes, hein, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas volontaires pour le faire. Et en dépit de cela, eh bien, ces Vietnamiens-là ont été arrêtés et n'ont pas été identifiés comme victimes de traite. C'est-à-dire qu'on a juste vu, on s'est fié aux apparences, on a vu qu'ils travaillaient dans une ferme, je n'aime pas le mot, mais ferme de cannabis, enfin d'un endroit où on cultivait du cannabis, donc dans des conditions contraires à la dignité humaine, très dangereuses, etc. Et ils ont pourtant été poursuivis. Et là, la Cour européenne des droits de l'homme, sur le fondement de l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, a rappelé, donc a sanctionné le Royaume-Uni et a dit a jugé qu'ils avaient des obligations positives en matière de lutte contre la traite des êtres humains, dont celle d'identifier. Et donc là, c'est vraiment important parce qu'on a, par un défaut d'identification, des personnes qui ont été poursuivies, qui ont été renvoyées devant les tribunaux alors qu'elles étaient contraintes et elles étaient victimes de traite. Donc voilà un exemple qui était important pour expliquer combien cette identification est vraiment importante. Ensuite, il y a aussi, je crois que c'est Cécile qui l'a dit tout à l'heure, cette histoire du droit au séjour. À partir du moment assister une victime, donc c'est lui donner, lui faire droit à des mesures d'assistance en sa faveur, mais elle peut pas être assistée si eh bien, elle n'est pas autorisée à rester sur le territoire sur lequel elle est trouvée quand elle est étrangère et en situation irrégulière. Et là, il faut quand même rappeler cette obligation qui est née de la Convention du Conseil de l'Europe sur la traite des êtres humains, cette obligation d'accorder un délai de rétablissement et de réflexion, donc qui est d'au moins 30 jours, sachant que plusieurs États européens ont rallongé ce délai, puisque certains vont jusqu'à 90 jours, enfin certains, et puis d'autres au-delà. Il y a aussi des délais qui sont accordés pendant 6 mois, donc ce qui permet à la victime vraiment d'être assistée et de réfléchir aux conséquences qui seront les siennes de témoigner dans une procédure pénale et donc de suivre tout ce processus pénal qui est pourtant extrêmement important. Et justement, ça fait partie un petit peu des mesures d'assistance et de sécurisation de la situation des victimes qui vont la mettre dans une position plus favorable pour participer au procès pénal en tant que témoin et surtout pouvoir y demander réparation. Donc ça, c'est important. Donc c'est cette période de rétablissement et de réflexion. Et puis ensuite, le droit au séjour pendant la période du procès, ou même sans qu'il y ait procès, puisqu'il y a des affaires où il n'y a pas de procès, parce que ne serait-ce que les auteurs, je ne sais pas, sont en fuite ou sont morts, ou tout cela, et pourtant il reste des victimes. Et donc la Convention du Conseil de l'Europe, elle exige des États qu'ils choisissent ou qu'ils fassent les deux, soit la victime, ils autorisent le séjour de la victime pendant le procès pénal, pendant toute la durée de la procédure pénale, soit pour des raisons, parce que ce séjour sur le territoire, ce maintien sur le territoire est important pour des raisons personnelles. Donc en fait, quelque part, ce sont des raisons humanitaires. Voyez. Donc ça, c'est vraiment important. Et je vous donne ces exemples parce que les personnes qui nous écoutent pendant ce webinaire peuvent proposer, doivent savoir qu'il existe de telles obligations et il existe des droits nationaux qui prévoient ces mesures de manière à pouvoir en parler aussi dans à leurs autorités publiques. Ça, c'est Cécile tout à l'heure qui a insisté sur le fait que l'approche favorable aux droits de l'homme et l'esprit et même la lettre de la Convention du Conseil de l'Europe, c'est en effet, c'est avoir un logement convenable, c'est avoir un système d'hébergement convenable pour les victimes de traite, parce que elles ont des besoins spécifiques. Les hommes ont des besoins spécifiques, les femmes ont des besoins spécifiques, les enfants ont des besoins spécifiques. Or, ça n'est pas, en tout cas, c'est contraire à la Convention de l'Europe, du Conseil de l'Europe, que de mettre des victimes de traite avec d'autres victimes d'infractions autres. Elles n'ont pas les mêmes besoins. Et justement, dans les bonnes pratiques, par exemple, je pense à l'expérience portugaise où
lors de la première évaluation du groupe d'experts du Conseil d'Europe sur la traite des êtres humains, le GRETA, le Portugal avait mis en place un foyer pour Roms et donc dont les capacités ont été ensuite augmentées. Et donc entre 2013 et 2016, ce foyer avait hébergé 31 hommes, donc il ne désemplissait pas. Et c'est vrai que, et c'est ce que disait Cécile tout à l'heure, il y a même un préjugé des autorités publiques sur la traite, sur les victimes de la traite, tout ça. C'est vrai que parfois on oublie aussi les hommes, on oublie l'exploitation par le travail, et parce que dans l'esprit, on oublie que des hommes peuvent être aussi vulnérables, parce qu'il y a toutes sortes de vulnérabilités chez des hommes. Ça peut être l'addiction à des drogues, ça peut être l'alcoolisme, ça peut être la vieillesse, ça peut être la situation de handicap aussi. Et donc voilà. Donc au Portugal, par exemple, ils avaient mis en place ce type de foyer adapté, comme les Pays-Bas ont aussi mis en place des foyers dans le cadre de projets contre en fait la disparition de mineurs non accompagnés. Donc pour éviter qu'ils soient victimes de traite, les Pays-Bas ont aussi mis en place des foyers adaptés permettant une prise en charge et aussi une sécurisation. Alors d'ailleurs, le projet a été évalué, donc les mesures de sécurité étaient peut-être un peu trop strictes, donc ils les ont un petit peu assouplies. Mais vous voyez, ça fait partie de ces projets adaptés sur mesure, comme disait Cécile tout à l'heure, qui sont vraiment importants dans cette forme de criminalité, et encore une fois qui sont cette approche favorable aux droits de l'homme, qui irrigue en tout cas la Convention du Conseil de l'Europe et qui irrigue les obligations qui sont celles des États. Voilà. Je voulais aussi parler des foyers belges aussi, qui me semble être un exemple vraiment intéressant d'hébergement adapté. Alors la Belgique, c'est intéressant parce que quand en Belgique vous êtes victime de traite, vous êtes obligatoirement prise en charge. Si vous êtes prise en charge par l'État, vous êtes prise en charge par l'un des 3 foyers qui sont agréés par l'État, donc qui sont Pagassa, Payoc et Suria. Et là encore une fois, je voulais juste insister sur donner cet exemple-là. Vous trouverez dans les rapports du GRETA sur la Belgique la manière dont sont prises en charge les victimes, mais c'est une prise en charge qui est vraiment complètement adaptée, qui est pluridisciplinaire aussi, parce que c'est toujours important que plusieurs sciences humaines, plusieurs compétences permettent d'assister les victimes, et donc elles sont prises en charge de manière absolument adaptée dans ces foyers qui insistent vraiment surtout sur l'accompagnement dont vous avez parlé tout à l'heure, et notamment l'accompagnement vers les étapes ultérieures de leur vie, et notamment l'accompagnement pour mettre en place un projet professionnel et pouvoir ensuite être réinséré dans le monde, dans la vie sociale et dans le monde professionnel de l'État en question. Pour conclure, je voudrais juste dire, et ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'en fait que tout est lié. C'est vrai que ces mesures coûtent quelque chose, mais encore une fois, les États, en ratifiant ces instruments juridiques internationaux savaient qu'ils auraient à mettre en œuvre des obligations, et que ces obligations, elles ont quand même aussi un coût, ce qui est normal. En revanche, les États qui n'auraient pas peut-être assez de fonds, assez d'argent, il faut quand même leur rappeler aussi que en faisant des enquêtes sur la traite des êtres humains et en mettant en place les mécanismes de saisie des avoirs criminels, d'identification des avoirs criminels, de confiscation au stade du jugement des avoirs criminels, eh bien vous arrivez à faire revenir au budget de l'État, voire par d'autres systèmes, par exemple en France, l'agence de gestion et de saisie des biens confisqués, des avoirs criminels confisqués, donc la grâce par exemple, vous arrivez normalement à récupérer les dividendes qui sont nés de la traite des êtres humains, parce qu'encore une fois, on le disait lors d'un précédent séminaire, c'est une infraction qui est lucrative par nature. Les personnes la commettent
parce qu'elle est très lucrative, elle va leur apporter de l'argent. Or, cet argent, il peut être en numéraire, il peut être transformé en biens immobiliers, que sais-je. Les États doivent s'équiper des moyens de détecter, d'identifier ces avoirs pour les saisir et ensuite faire en sorte que le juge pénal puisse les confisquer et que, encore une fois, c'est autant de sommes qui reviendront au budget de l'État et qui permettront, bien entendu, de trouver des modes de financement pour les mesures d'assistance aux victimes et surtout d'indemnisation des victimes, puisque souvent, il vaut mieux agir à ce stade-là plutôt que d'attendre le stade du procès pour éviter justement de tomber sur des trafiquants qui ont organisé leur insolvabilité, qui ont caché tous les biens qu'ils avaient pour justement ne pas avoir indemnisé les victimes. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de miracle, mais il y a aussi des mesures à mettre en œuvre et que, encore une fois, tout est lié et que ce qu'on utilise dans d'autres formes de criminalité, par exemple, je pense toujours aux saisies d'avoirs criminels, si vous le faites en matière de stupéfiants, ben, il faut aussi le faire en matière de traite des êtres humains et a priori, vous devriez pouvoir faire confisquer pas mal d'argent. Voilà. Et donc, ça fera encore une fois une source de financement. D'autres États, par exemple le Portugal, eux ont aussi, je pensais à un mode de financement pour les foyers. Il y a un des 3 foyers d'hébergement, parmi les foyers d'hébergement au Portugal de victimes de traite, il y en a un qui notamment est financé par le budget de la loterie nationale. Voilà. Donc, c'est-à-dire que voilà, il y a des modes de financement, il faut les trouver quand on veut, on peut trouver des choses. Donc voilà ce que je voulais juste faire comme remarque pour compléter un petit peu tout ce qu'avaient dit les intervenants précédents, et puis voilà, pour rappeler aussi l'existence de ces règles contraignantes, mais qui peuvent inspirer aussi d'autres systèmes qui ne sont pas liés à ces règles. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas pour ces différentes réactions et le point sur lequel tu as pu insister à la fois sur la protection et la sécurisation. Tout ça, c'est quand même des préalables à tout accompagnement en fait. Et finalement, c'est malheureusement aujourd'hui trop souvent oublié. Il n'y a pas forcément beaucoup de besoins qui sont mis en œuvre pour protéger les victimes. Avant même qu'elles puissent justement témoigner et qu'on puisse rentrer en accompagnement avec eux. Donc, je dirais au-delà de la protection qu'amène évidemment bien sûr le travail d'une association, d'une institution proche des personnes, il y a quand même un réel travail à faire pour mieux protéger de l'emprise en fait finalement que peuvent avoir les victimes. Et ça c'est quelque chose de très important. Tu as insisté aussi sur le délai de rétablissement, donc sur des choses quand même très à la fois techniques mais très importantes pour pouvoir rentrer dans un accompagnement serein et dans la confiance qui est la seule façon de pouvoir durer. Parce qu'il faut se rappeler que ça peut durer quand même des années quand on commence un procès dans le domaine de la traite des êtres humains, ça peut parfois mettre quelques années, voire dizaines d'années, enfin, voire une dizaine d'années. Donc, je pense que c'est important de voir que tout cela est vraiment nécessaire pour le reste de l'accompagnement, qu'il soit social, qu'il soit dans le domaine de la santé. On en a peu parlé aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose de très important, de la santé ou de l'emploi ou du logement. Le logement, on en a parlé un peu. Je crois qu'il faut se dire, c'est que tous ces domaines-là, si on veut être efficace, il faut que organisations qui travaillent dans ce domaine-là, on travaille ensemble au niveau national et aussi au niveau international dans ce domaine-là. Et puis peut-être que l'on fasse davantage encore que hier de travail auprès des instances internationales, que ce soit l'Union européenne, que ce soit le Conseil de l'Europe, que ce soit l'ONU, que ce soit d'autres instances d'ailleurs européennes comme l'OSCE ou autres. Et je donnerai des exemples par rapport à l'ONU, le travail qui peut être fait dans le cadre du suivi de la Convention internationale des droits des enfants ou dans le cadre du suivi périodique de chaque pays au niveau des droits de l'homme. Tout cela, ça doit pouvoir permettre de faire avancer la chose. Donc, il faut à la fois un accompagnement très très proche du terrain, mais aussi, ce que je veux dire, c'est
utiliser cet accompagnement et tout l'enseignement que ça nous donne pour pouvoir ensuite faire du travail de plaidoyer au niveau international, au niveau mondial. J'insiste là-dessus parce que souvent c'est trop déconnecté. On croit qu'il va y avoir ceux qui sont à Genève, à New York, qui vont pouvoir régler les choses. Non, il faut vraiment qu'à partir de l'accompagnement de chaque personne, on puisse en tirer des enseignements qui permettent de faire modifier après les directives, les lois qui viennent d'ailleurs. Donc je pense que là il y a un travail très important à faire si on veut vraiment accompagner de façon efficace les personnes. Je voulais voir si les uns ou les autres déjà voulaient réagir à quelque chose qui avait été dit déjà autour de notre panel, tout en rappelant le fil dans le chat et en remerciant les différents contributeurs qui montrent combien notre assemblée représente un nombre de pays intéressants, différents. Et donc, est-ce que l'un ou l'autre veut déjà réagir à tel ou tel point qui a été abordé par une autre personne? Christina? Ou par rapport à ce qui a été d'ailleurs intégré dans le chat auquel tu as répondu. Christina, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Merci. J'ai répondu à une question qui a été posée dans la chat par rapport aux obstacles qu'on a rencontrés dans l'implémentation du projet. C'est vrai que surtout au début, c'était très difficile de, comment on peut dire, pénétrer cette réalité. J'ai parlé de conditions de communautés qui réellement vivaient séparées du reste du tissu social des villes. Et donc, c'était réellement difficile pour les sœurs au début d'établir une relation de confiance avec la communauté et de cette façon de bâtir des relations pour identifier le cas de violation des droits humains et pour demander aux parents, aux membres des activités minières où il y avait des enfants et comment on pouvait les rattraper. Ça a pris réellement beaucoup de temps. Et quand on a fait dans 2018 une recherche avec l'Université Columbia de New York, recherche sur ce qui a bien fonctionné dans notre modèle d'intervention, ils nous ont dit le fait qu'il y avait des sœurs africaines qui pouvaient parler la langue, qu'ils n'ont pas créé une perception d'être de vigilante, quelqu'un qui allait pour frapper, pour casser ou pour poser des menaces à la communauté, parce que c'est une communauté qui vit d'une façon illégale et qui avait une relation avec les autorités étatiques très difficile. Donc, les sœurs ont eu la possibilité de créer une liaison, une première relation, et ça a permis de développer la relation. Mais on a bien sûr rencontré beaucoup d'obstacles de la part des autorités étatiques au début et des entreprises privées qui ont la propriété de ce grand territoire où l'exploitation minière se passe et que ne voulons pas accepter qu'il y avait des enfants qui travaillaient dans leur territoire. Donc, il y a eu beaucoup de difficultés pour parler du phénomène. Et ça a été réellement difficile pour ne mettre pas notre personnel aussi en condition de vulnérabilité et d'insécurité. Et on a bien travaillé un réseau avec des ONG internationales qui nous ont permis de gagner un peu de visibilité, et ça a protégé aussi le travail dans le terrain parce que, comme on peut dire, on a jeté une lumière sur ce phénomène et donc le gouvernement d'un côté et les entreprises privées de l'autre côté ne pouvaient pas comment dit-on en français, deny, néger,
que le phénomène du travail des enfants existe réellement. Et donc, ça a été un premier obstacle culturel. Et après, il y a eu beaucoup de difficultés du point de vue de la sécurité. Parce que on a, comme peut-être vous savez, on a aussi des forces armées privées ou publiques, mais payées par les autorités étatiques pour défendre les concessions minières. Et donc, ça a posé beaucoup de difficultés pour tous les ONG qui ont essayé de documenter la situation de travail des enfants. Mais aujourd'hui, bien sûr, on a une conscience du problème et de la, on peut dire, de la dimension multidimensionnelle du problème qui doit réellement engager les duty bearers publics et privés. C'est une condition où on ne peut pas attendre que seulement d'un côté vient la solution. Il faut que l'État et les entreprises et la société civile se mettent ensemble pour créer des conditions de sécurité. Et c'est très intéressant ce que j'ai entendu. Bien sûr, la situation du droit à niveau des pays européens, c'est plus articulé et plus clair. Il y a une capacité d'enforcer la loi qu'on ne trouve pas à niveau de communautés comme la communauté de Kolwezi, où c'est réellement très difficile à accepter que beaucoup de fois, on voit que les forces de la police, les forces publiques sont engagées aussi dans ces phénomènes d'exploitation. Et il y a des situations de corruption qui de certaines façons, contribuent à augmenter les problèmes. Donc, c'est une difficulté à plusieurs niveaux. Merci beaucoup Christina, et je trouve qu'après l'insistance de Nicolas sur la protection, la sécurisation des victimes, le fait aussi pour toi d'insister sur la protection des personnes aidantes, accompagnantes, etc. Ça c'est quand même donc les personnes de vos réseaux et les personnes de vos équipes. Je pense que c'est quelque chose aussi de très important, c'est-à-dire que on peut pas simplement se dire on va accompagner des victimes de traite sans penser en fait aux personnes qui vont les accompagner et dans quelle situation on va mettre ces personnes-là. Donc merci Christina là pour cette insistance sur ce point-là. Cécile, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que le chat t'a inspiré quelque chose? Oui, si tu m'en laisses la possibilité, je voudrais te dire deux petites choses rapidement. La première, c'est sur un aspect qui a pas trop été abordé, et moi-même je l'ai oublié, et en fait on l'oublie trop souvent. C'est l'aspect dans l'accompagnement des victimes, c'est l'aspect santé. Oui. Voilà, il y a c'est un aspect qu'il faut pas oublier parce qu'on est souvent face à des victimes qui sont abîmées physiquement par l'exploitation, que ce soit l'exploitation sexuelle ou l'exploitation par le travail, par les conditions de vie, des gens qui ont pu vivre à la rue ou dans des bidonvilles. Donc il y a un besoin de prise en charge médicale, mais il y a aussi des personnes qui sont abîmées mentalement, psychologiquement, et il faut aussi penser à cet accompagnement en santé mentale. Voilà, et souvent en tout cas en France, c'est un aspect qu'on n'aborde pas souvent et qu'on a tendance à oublier. Et c'est aussi important parce que les personnels médicaux sont aussi des personnels qui peuvent être en contact avec des victimes potentielles, et dans les formations, on dit toujours qu'il faut former les magistrats, les policiers, les inspecteurs du travail, les professeurs, et on oublie les médecins, les infirmières. Alors que y a à l'hôpital, il y a des victimes de traite qui viennent se faire soigner, et il faudrait sensibiliser le personnel médical à l'identification des victimes. Ça, c'était le premier point sur l'accompagnement des victimes. Et le deuxième, c'est pour réagir à ce que disait Nicolas. Je
Je partage entièrement ce que vous avez dit sur le fait qu'on peut aller chercher des financements. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on entend rarement. On pense, voilà, on dit toujours qu'il faut augmenter les moyens, qu'il n'y a pas assez de moyens, et jamais on pense que lutter contre la traite des êtres humains, ça peut aussi rapporter de l'argent. Voilà, c'est pas que lutter contre la traite, c'est pas qu'un coût. Alors bien sûr, il y a une obligation morale à lutter contre la traite des êtres humains, mais quand on est face à des gouvernements ou face à des États qui pensent avec une calculatrice et qui pensent budget, on devrait être capable de leur dire aujourd'hui, la traite des êtres humains, ça vous coûte tant, parce que le travail forcé, c'est des cotisations sociales qui rentrent pas, parce que les mineurs contraints à commettre des délits ou les mineurs exploités, c'est un coût en termes de santé, de prise en charge, etc. Donc, la traite des êtres humains, c'est un coût pour l'État, c'est de l'argent qui rentre pas dans les caisses de l'État, et que si on lutte contre la traite des êtres humains, eh ben c'est aussi un moyen pour l'État de revenir sur son investissement, et que effectivement, on peut aussi aller chercher l'argent là où il est, chez les réseaux, chez les auteurs, les délinquants. Donc, je suis très contente que vous ayez parlé de ça, parce que on y pense rarement, et moi j'espère qu'un jour à la CNCDH on pourra évaluer ce coût, justement, pour pouvoir aller. Je rêve d'aller voir le ministre des Finances en lui disant voilà, la traite des êtres humains aujourd'hui en France, ça coûte tant. Si vous luttez contre la traite, ça vous rapportera de l'argent. Donc mettez les moyens. Merci beaucoup. Et puis que cet argent puisse permettre à la fois de lutter contre la traite, contre les réseaux, etc., mais aussi d'accompagner les victimes et d'indemniser les victimes, parce que là aussi, il y a certainement un travail à faire aujourd'hui dans chacun de nos pays sur l'indemnisation des victimes. Parfois, on voit des choses avec des montants totalement aberrants sur ce qui peut être obtenu par une victime. Par rapport à du travail mené pendant un certain nombre d'années, par rapport à la façon dont sa santé a été cassée et dont les répercussions sont encore énormes. Donc voilà, il y a un vrai point là-dessus sur l'indemnisation des victimes, et puis bien sûr sur ce point de la santé. Eh bien, Nicolas, je vais te donner la parole une dernière fois pour, si tu as regardé dans le chat, trouvé quelque chose, ou dans ce que les uns ou l'autre ont dit, si tu veux réagir de façon courte, puisqu'ensuite on donnera la parole à Michel Beutet pour la conclusion. Merci beaucoup, Geneviève. En fait, je n'ai pas étudié attentivement le chat. J'ai été subjugué par ce qui était dit par l'oratrice précédente et celle d'avant et celui d'avant. Non, donc je crois qu'il n'y a pas de questions qui s'adressent à moi, en tout cas dans le chat, voilà. Mais je voulais juste, voilà. Mais encore je savais pas si ça t'avait évoqué tel ou tel aspect, mais il n'y a pas de question spécifique, sinon je te l'aurais posé, hein. Mais voilà. Donc ce que je propose, en tout cas, c'est ce que je voudrais maintenant aujourd'hui, c'est vous remercier à chacun et à chacune d'avoir participé à cette table ronde. C'est vraiment un plaisir et c'est vraiment important d'avoir l'occasion, avec nos points de vue différents, de pouvoir échanger à chaque fois sur un sujet bien précis. Ça fait amener des éléments à la réflexion, en même temps que ça permet à d'autres qui écoutent d'entendre aussi des points de vue différents sur des questions. Donc merci beaucoup Michel d'avoir organisé avec toute ton équipe cette rencontre. Et puis donc maintenant je propose à Michel Beutet de conclure. Oui, merci beaucoup Geneviève. À la fin de ce webinaire, je voulais aussi commencer par remercier tous les participants qui viennent d'Allemagne, d'Arabie Saoudite, de Belgique, du Burkina Faso, de Cameroun, de Madagascar, du Portugal, du Sénégal et de la Suisse, mais aussi de la France, bien sûr. Je voudrais remercier chaleureusement toutes les personnes qui sont intervenues ce soir avec beaucoup de pertinence. Vos interventions vont, espérons-le, encourager à l'action et à engager gouvernement et société civile
à consacrer des ressources supplémentaires à la protection, à l'accompagnement des victimes de la traite. Comme vous le savez, il y a énormément à faire de manière constante et renouvelée, en partenariat et en réseau. Et encore une fois, je vous invite à revoir et à partager ces webinaires, ainsi que les webinaires que nous allons organiser de juin à décembre. Là aussi, si vous avez des propositions à nous faire, nous les accueillons très volontiers. Et merci enfin à ceux et celles qui m'ont aidé à organiser ce webinaire: Yves Reichenbach, Clara Isepi, Pepita Alemani et à Roman Diaz. Et consultez les documents qui ont été mis dans les petits copiers ou handouts. Il y a là des trésors, comme dans tous les sites internet des intervenants. Voilà, j'espère rester en contact avec vous tous et je vous souhaite plein succès dans votre action d'assistance, d'accompagnement et de protection des victimes de la traite. Merci, à bientôt, au revoir.